bonjour à tous. J'attends que les derniers arrivent. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc je vais vous parler des transformations agiles et de faire face aux injonctions paradoxales. Alors, comme dans toutes les autres conférences, un petit mot pour remercier les sponsors, aussi l'équipe d'Agile en scène qui a retenu ma proposition pour la deuxième année, et également tous les participants sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Alors juste en quelques mots, je me présente, donc Lise Bouza, donc je travaille dans l'IT depuis 1999, ça fait un certain temps, et plus précisément chez Renault Digital depuis sa création en 2017, où je suis coach agile, au sein du pôle agile qui intervient chez Renault Digital, mais également dans l'ensemble de Renault. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Je vais vous en parler, donner une petite définition, les causes et les conséquences des injonctions paradoxales. Puis on va voir si être agile, c'est une nouvelle injonction, ce qu'apporte le passage à l'échelle dans ce paysage, avant de terminer plutôt que terminer d'ouvrir. Alors pourquoi parler d'injonction paradoxale dans la transformation agile ? Alors quand j'ai cherché un peu une idée pour ce que j'avais envie de partager cette année, je me suis posée dans la position du spectateur. J'assiste à plus de conférences que je n'en donne. Et je me suis demandé quelle est la conférence à laquelle j'aimerais assister. Autrement dit, quel est mon pain point ? Et à travers moi, quel est le pain point que je rencontre dans mes accompagnements, que j'entends le plus auprès des personnes ou des équipes ou des organisations que j'accompagne. Et que les coachs avec lesquels, de notre communauté, accompagnent. Et en écoutant ça, voilà un peu ce que ça a donné en image. C'est-à-dire que vous connaissez bien l'image où il y a beaucoup de gens qui donnent des ordres et peu qui sont là pour ramer. Et ceux qui rament souvent se demandent si encore ils donnaient tous la même consigne, ce serait plus simple. Et c'est rarement aussi simple. On va voir, il y a des raisons à ça. Et quand on regarde un peu de dessus, là, en montant un peu à notre échelle, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on tourne parfois un peu en rond, qu'il y a des interblocages, qu'on lance des bouées, des SOS, qu'il y a des conflits, qu'il y a des écueils qui pourraient être évités, que certains arrivent à éviter, et pourtant que le suivant, il se reprend le même. Mais tout n'est pas perdu, il y a quand même beaucoup de volonté, on finit par aller à bon port pour la plupart, mais c'est certainement beaucoup plus douloureux, beaucoup plus compliqué que s'il n'y avait pas eu toutes ces ordres contradictoires au départ. Donc à partir de là, je me suis dit, tiens, c'est un vrai thème. Et ce thème, ça s'appelle les injonctions contradictoires. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, bien sûr. Ça a été déjà discuté par l'école de Palo Alto, qui l'a étudié dans la systémique, et en particulier dans des relations parents-enfants, où les injonctions paradoxales dans l'éducation ont des conséquences importantes. Alors qu'est-ce que c'est une injonction paradoxale et pourquoi elle est paradoxale ? Parce que quelque part, mon GPS, il me dit va à droite, va à gauche, en permanence, ça ne me pose pas de soucis, ça ne m'empêche pas d'avancer, bien au contraire. Ça me permet d'aller à bon port. Une injonction paradoxale, c'est quand on me demande d'aller à droite et à gauche en même temps, et qu'il y a une troisième petite voix, ou parfois très forte voix, qui me demande de faire les deux simultanément, et de suivre donc toutes les flèches en même temps, qui donne une impossibilité de choisir. C'est un peu le caribou-silla, un dilemme qui fait que on n'a plus de possibilité de s'en sortir. Et qu'est-ce qu'on a comme injonction aujourd'hui si on regarde un petit peu ? Alors là, j'ai mis une liste, elle est
pas exhaustive, et pourtant elle remplit déjà le slide. J'ai envie de dire, périmètre, qualité, coût, délai, donc ce fameux triangle à 4 côtés, en fait, il en a beaucoup plus que ça. Parce que la qualité des uns, c'est pas la qualité des autres, le délai des uns, c'est pas le délai des autres. Il y a des coûts de production et des coûts de maintenance, c'est pas les mêmes. Et quand on tire d'un côté, on tire de l'autre. On sait bien qu'il y a des contradictions. Et pour autant, on voudrait tout de suite. Et évidemment, le moins cher possible. Et puis, il y a des injonctions très positives. Par exemple, la prise en compte, et on a vu beaucoup de conférences sur ces 2 jours qui sont sur ce thème des responsabilités sociétales et environnementales dont on ne prenait pas assez en compte autrefois et qui se rajoutent et qui sont importantes également à prendre en compte. Et puis les exigences clients qui peuvent être contradictoires. Évidemment, on veut tout de suite. On veut quelque chose d'hyper personnalisé avec un produit qui sait tout sur soi, mais qui respecte complètement sa vie privée. Donc là aussi, ça entraîne des réglementations, des contraintes qui font un certain nombre d'injonctions, je vais dire extérieures, qui sont dépendantes du contexte, et auxquelles vont s'ajouter un certain nombre d'injonctions qui, elles, sont plus personnelles, vont plus être le fruit de chaque personne. Donc sur ça, il y a un certain nombre d'injonctions qui sont conscientes, qui vont être, par exemple, j'ai envie de bien faire, ou je ne peux pas dire non parce que je vise une promotion, ou j'ai un objectif personnel, j'ai envie de faire ça, j'ai certaines valeurs, j'ai certaines exigences de qualité vis-à-vis de moi-même. Et puis il y a d'autres exigences qui peuvent être inconscientes, qui vont se rajouter, qui vont dépendre de driver, si on se réfère à la process.com, soit parfait, fait des efforts, qui vont venir de notre ego, je ne peux pas faillir, de nos peurs, j'ai peur de me faire virer si je dis non à toutes ces injonctions, de notre éducation, de notre carte du monde, la liste est importante, et puis aussi de biais cognitifs, comme on a toujours fait comme ça, tout ce qui ne vient pas de notre entreprise n'est pas bon, donc je dois m'y opposer. Donc toutes ces injonctions personnelles vont s'ajouter aux autres et vont entraîner des différentes réactions selon les personnes. Alors là aussi, je me suis calée un peu sur la process.com pour illustrer un peu tous les sentiments et les réactions que ça peut faire ressortir. Et encore là, mes petits bonhommes avec leurs bulles sont très soft. Je pense que vous avez tous croisé des réactions bien plus vives ou eu parfois personnellement des réactions bien plus vives. Donc soit de tomber dans un excès de contrôle, de travailler rien que pour soi et dire les autres ils vont peut-être se défiler, moi je serai au rendez-vous, mais j'aide plus personne. Vous traitez tout le monde d'incompétent, tous sauf moi évidemment, posez-vous la question. Et puis pourquoi un peu de fatalisme, pourquoi ça tombe toujours sur nous, ou un repli, un désengagement. Donc toutes ces conséquences du stress qui est généré par les injonctions contradictoires. Évidemment, ça a des conséquences, bien entendu, au niveau individuel et puis au niveau des équipes et de l'entreprise. Pour les équipes, l'incapacité à travailler ensemble, à coopérer, ou au contraire un repli sur soi, et par exemple en s'arc-boutant sur des processus, et l'incapacité à collaborer avec les autres. D'où des problèmes de productivité, de qualité, et bien sûr au niveau de l'entreprise, on a la même chose à plus grande échelle, avec un impact sur la capacité à mettre en œuvre la stratégie, et qui peut avoir des impacts forts sur l'entreprise. Et là-dessus, on se rajoute « soyez agile ». Est-ce que c'est une nouvelle injonction ? Alors c'est parfois brandi comme une nouvelle injonction. Je t'ai tout demandé, maintenant sois agile, fais-le. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas agile. Alors posons-nous la question déjà, est-ce que la personne qui fait ça, qui donne cette
cette consigne-là est elle-même agile. Je vous laisse y réfléchir. J'ai une petite conviction. Déjà, si repars de la toute base, et moi, si je lis le manifeste, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'on nous propose une priorisation d'injonction, qui est logique en fait, qui est liée à une vision, qui est liée à l'envie de mieux développer des logiciels et de s'orienter plutôt sur le résultat qu'on souhaite atteindre plutôt que sur les moyens. Par exemple, on considère que la documentation exhaustive, c'est un moyen, mais ce n'est pas le résultat. On veut d'abord faire le résultat. Et sur chacune de ces valeurs, on a priorisé quelque part les injonctions. On ne t'a pas dit, va à droite et à gauche en même temps. Mais c'est une aide. Pour moi, c'est déjà une première aide pour se dire, en fait, être agile, c'est pas répondre à toutes les injonctions en même temps. C'est une aide pour prioriser. Et une deuxième image, très classique là aussi, que vous avez sans doute déjà vue 1000 fois, voilà la 1001e. C'est notre fameuse Mona Lisa qu'on construit de façon itérative et incrémentale. Là aussi, dit comme ça, c'est simple. Itératif, incrémental, on parle d'un périmètre minimal avec des petites exigences pour explorer, pour avoir des feedbacks au plus tôt et pour réajuster le tir, garder ce qu'il faut garder, enlever ce qu'il faut enlever, ajuster ce qu'il faut ajuster. Mais quand on est au niveau des exigences, c'est parfois plus difficile de se dire, tiens, peut-être que au départ, je ne vais pas construire quelque chose de 100% scalable, 100% dans l'architecture, juste pour faire de l'exploration. Et je vais lâcher prise sur certaines des exigences pour pouvoir tester, confronter ma réalité et justement être plus souple dans mon traitement de mes différentes exigences, de mes différentes injonctions. Au niveau personnel, ça va pour pouvoir faire ça et le descendre au-delà des fonctionnalités d'un backlog, mais le faire de façon personnelle, un des premiers points qui est important, c'est de factualiser les injonctions, de les exprimer en évitant le je ou le il faut que. Tout ce qui est de l'ordre, mais plutôt d'être plus rationnel. Donc la date prévue de livraison étant, où le process prend 5 étapes. Et pourquoi ça prend 5 étapes ? Pourquoi la livraison est à telle date ? Qu'est-ce que ça contient ? Quel est le niveau d'exigence qu'on va mettre ? Là, on va pouvoir rationaliser, on va pouvoir découper, prioriser et revenir à quelque chose qui est plutôt du GPS que de l'injonction contradictoire. Et je mets en regard le mieux se connaître, parce que là aussi, le niveau d'exigence personnelle est aussi un frein, et c'est souvent la troisième petite voix, celle qui dit tu dois répondre à tout, tu dois faire tout, et qui fait que les deux messages contradictoires, on n'arrive pas à faire le choix entre les deux et à les prioriser. Ça peut être de justement savoir qu'on cherche trop la perfection ou qu'on a tendance à ne pas déléguer. Mais ça peut être bien d'autres choses pour mieux se connaître. Donc il y a tout plein d'axes, mieux connaître son profil, il y a plein d'aides pour ça, mieux connaître ses compétences, mieux connaître ses goûts, et aussi mieux connaître ses propres réactions. Il y a un exercice, entre guillemets, que j'aime bien, qui vient de la communication non violente, c'est l'OSBD, c'est le dernier exemple, où par exemple, on va pouvoir prendre du recul sur une situation, déjà en observant les faits, en disant voilà ce qui s'est passé, voici la demande que j'ai reçue, ce qu'on a ressenti. Alors souvent, c'est poser un mot précis sur l'émotion qu'on ressent, mais ça peut être simplement « ça ne va pas ».
c'est déjà un début. Pour pouvoir reformuler, en fait, j'ai besoin d'eux, pouvoir faire le choix entre telle et telle demande, pouvoir avoir du temps pour faire quelque chose. Et du coup, ça permet de formuler la demande et du coup de repasser en action, en mode action plutôt que subir, et de sortir un peu de ce cercle vicieux de va à droite, va à gauche. J'ai besoin de savoir où je vais, donc peut-être que j'ai besoin d'avoir une priorisation, donc peut-être qu'il va falloir en parler au product owner, au manager, à l'équipe. Il y a des choses à faire, mais on se remet en action, on n'est plus en mode à subir et à faire monter la pression. Alors, pour illustrer un petit peu notre injonction, vous l'avez sans doute vu, là aussi, cette image, elle a pas mal tourné. Quel est le meilleur dessin, à votre avis? Alors, qui pense que c'est celui de droite, celui de gauche, pardon, de 10 minutes? Qui pense que c'est le deuxième, 1 minute? Qui pense que c'est le dernier? Très bien, merci. Donc il y a quand même pas mal pour le 2. Alors, je vais vous dire, ça dépend à qui on demande. Ça dépend, vous connaissiez peut-être déjà un petit peu. Ça dépend de la cible, ça dépend du produit. On va dire, si on cherche à séduire un public de fans, de vrais fans de Spider-Man, le premier, il ne va même pas suffire. Par contre, le deuxième va beaucoup plaire aux petits garçons qui aiment les coloriages. Donc lui, on va pouvoir lui vendre quelque chose. Le dernier, plus compliqué. Et de toute façon, Marie, elle n'aime pas trop Spider-Man. Elle préfère la Reine des Neiges. On la comprend ou pas? Donc, j'ai envie de dire, questionnons nos certitudes. Parce qu'on est bien d'accord, le premier est plus beau, mais ce n'est pas forcément le plus utile dans notre cas. Et je suis sûre que le designer qui a fait ça a demandé avant à son public quel personnage tu préfères que je te dessine. Et s'il avait demandé à Marie, il aurait peut-être fait plutôt une Reine des Neiges. Donc c'est ça que j'appelle questionner ses certitudes. C'est pas forcément se dire que celui où on a passé le plus de temps, on a fait quelque chose le plus détaillé, le plus complet, celui qui a rempli le plus de critères, c'est pas forcément le meilleur. Là, j'arrive à cette étape de passage à l'échelle, qui est souvent compliquée pour une équipe agile qui avait une certaine autonomie, une certaine liberté, et qui peut se sentir un peu contrainte par un passage à l'échelle et avoir des réactions pas évidentes, surtout quand on ne l'a pas assez accompagné. Mais déjà, rappelons, ou expliquons, que un passage à l'échelle, vise à répondre à des problématiques qui sont à la fois celles de l'équipe et celles de l'entreprise, et pour lesquelles on peut faire vraiment un parallèle. En général, quand une équipe commence à être vraiment agile et vraiment progresser, si autour d'elle c'est pas agile et s'il n'y a pas eu de coordination entre équipes, elle va avoir de sacrées difficultés à gérer ses dépendances avec les autres personnes qui ne vont pas à la même vitesse, avoir peut-être des expériences clients cohérentes de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de valeur, parce qu'elle aura bien travaillé son périmètre dans son coin, mais en amont ils font autrement, en aval ils font autrement, et ça ne va pas être simple. Certaines équipes vont peut-être se retrouver aussi, en particulier les équipes composants, avec des demandes qui viennent de plein d'endroits et qui seront incapables de prioriser. Et puis on va avoir des composants, des effets de redévelopper 15 fois. Par exemple, l'identification du client, parce qu'il n'y a pas eu de mutualisation. Ça, c'est si on ne fait rien. D'où des questions de rythme soutenable et autres, parce qu'il faut bien compenser tout ça et quand même sortir quelque chose qui a de la valeur à la fin.
Et l'entreprise, c'est un peu pareil. Elle a des besoins un peu similaires, en tout cas qui font écho. Elle a besoin que les équipes s'adaptent, parce que sa stratégie va évoluer en fonction des changements, et on sait qu'il y en a de plus en plus et de plus en plus rapidement. Elle va avoir besoin qu'on s'aligne avec justement cette stratégie, et que les équipes fassent des choses qui sont en lien avec la stratégie et n'aillent pas à droite à gauche, malgré tout. Elle va avoir besoin aussi de prédictibilité pour pouvoir maîtriser les coûts, et aussi savoir quelles sont les perspectives qu'elle peut envisager, et puis de respecter tout, en même temps les réglementations, le tout sans entraîner de risques sur les équipes. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble là aussi d'injonctions au niveau de l'équipe et au niveau de l'entreprise. Et quand on dit qu'on met en place l'agile à l'échelle, quel que soit le framework, quelle que soit la façon, qu'on y aille vite, lentement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas d'a priori là-dessus. Le but à chaque fois, c'est bien de mettre en place les éléments qui vont permettre de résoudre en même temps ces difficultés de chaque équipe et celles de l'entreprise. C'est-à-dire, on a eu des cas parfois où, avant qu'on mette en place une gestion de portefeuille, il y a des équipes qui se retrouvaient sans budget du jour au lendemain, obligées de lâcher toutes les personnes pour qu'elles partent sur d'autres projets ou qu'elles rentrent dans leurs entreprises respectives pour les prestataires. Heureusement, ça n'arrive plus aujourd'hui. Parce qu'évidemment, un mois après, elles ont de nouveau leur budget, et il fallait tout recommencer de zéro et remonter l'équipe. Et voilà. Donc sous ces démarches, les alignements avec les OKR, la gouvernance, ça pour but va à la fois aider l'entreprise à dérouler une stratégie et avoir des équipes alignées avec la stratégie, et pour les équipes à avoir moins de pression parce qu'elles vont avoir une seule vision à suivre et non pas des visions qui sont contradictoires. Et bien sûr, toutes les pratiques, qu'elles soient au niveau de l'architecture pour justement limiter les dépendances et mettre en place toutes les pratiques qui permettent de délivrer plus rapidement, DevOps, enfin, je ne fais pas toute la liste, vont aussi aider, contribuer à lever ces injonctions et à les rendre plus simples à suivre, parce qu'il y aura moins de pression et justement une cohérence entre les approches, entre l'autonomie de l'équipe et le travailler ensemble. Et bien sûr avec un curseur à ajuster à chaque fois entre justement cette autonomie et cette mutualisation pour que ce soit ni une contrainte ni un frein. Et bien sûr à ajuster en fonction des périmètres. Et dans tout ça, évidemment, il y a l'évolution des postures et des rôles, où là, quand on parle de mindset agile, on parle bien de changer le fait qu'on n'a plus le droit d'imposer aux gens des injonctions contradictoires, qui était le cas avant, où on pouvait se permettre, où on se permettait ça. Et en agile, on dit non, on va les poser, on va les écrire, on va les lister, on va traiter ces obstacles, les afficher. Et c'est ça qu'on essaye de vraiment mettre en place pour éviter que les personnes et les équipes soient réembarquées dans ces systèmes. Mais c'est pas simple. Comme le montre ce petit slide, j'ai pas mis le titre. Est-ce que vous avez une idée du titre de ce slide? Donc c'est l'indicateur pastèque à l'échelle. Alors pourquoi Parce que si chaque équipe remonte son petit point, donc dans le premier cas, on a des équipes qui étaient beaucoup de rouge, qui ont des problèmes qu'elles n'arrivent pas à traiter, qu'elles essayent d'escalader, elles n'ont pas de solution. Et pour autant, tout est affiché vert, 2 crans au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, une petite difficulté à afficher la réalité. Mais surtout, c'est un peu la politique de l'autruche. Et c'est là où il y a beaucoup d'accompagnement à faire pour dire, on a des problèmes. Mais ce n'est pas un problème d'avoir des problèmes. Parce que justement, en les affichant, en les communiquant, on va les traiter.
Et ça, c'est un vrai changement de mindset à accompagner. Puis on a l'inverse aussi, hein, beaucoup de verts remontés, qui soient vraiment verts ou pas tout à fait. Mais chacun a travaillé pour soi de son côté en disant moi je suis vert dans mon périmètre, mais à pas trop regarder s'il communiquait bien avec le voisin, et quand on essaye de mettre tout ça ensemble, ça fonctionne moins bien. D'où la nécessité réellement d'aller jusqu'au bout de l'agile à l'échelle en travaillant ensemble jusqu'à faisant des démos communes, multi-équipes, pour être sûr que quand c'est vert, c'est réellement vert en entier. Elle dirait que justement pour que ce changement d'état d'esprit puisse se faire à tout niveau, on a tous et toutes, et quel que soit notre rôle dans l'entreprise, un rôle à jouer. Ce rôle, j'ai utilisé ici les 3 P qui sont liés à l'analyse transactionnelle. Un rôle de protection, c'est-à-dire de sécuriser, de rassurer, donner un cadre qui va permettre de rendre les gens en sécurité, un cadre où ils vont pouvoir être rassurés, être bien. Mais aussi une permission, c'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de mettre des petits trous au vélo, à un moment donné, il faut les enlever, il faut laisser les gens partir. Et donc avoir le droit d'évoluer, laisser de la liberté, laisser de l'autonomie sur les choix et donner le droit à l'erreur, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Et c'est que comme ça que les gens vont pouvoir exprimer réellement, trouver leur rythme et trouver des solutions, réellement exprimer leur potentiel, et puis aussi gagner en motivation avec, en même temps qu'ils vont gagner en autonomie et en énergie. Et donc quand je dis que c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde réellement, c'est-à-dire que c'est pas juste les équipiers ou c'est pas juste les managers, et c'est pas juste les équipes, les membres d'équipe entre eux, et puis par contre les managers c'est que des imbéciles, ou l'inverse. C'est vraiment dans toutes les directions pour que la collaboration elle soit pas uniquement bulle par bulle, mais bien totale. Alors pour finir, si je n'ai pas encore endormi tout le monde, pour ouvrir, comme je disais avant, voilà, la transformation agile, c'est faire face aux injonctions paradoxales en utilisant ne serait-ce que les valeurs et les principes de base, mais aussi toutes les pratiques qui en ont découlé et qui permettent de ces valeurs et de ces principes d'aller étendre l'agilité non pas seulement à des équipes qui produisent des logiciels, mais à toute l'entreprise. Et pour ça, on a bien sûr des pratiques d'organisation, des pratiques au niveau des équipes, mais il ne faut pas oublier que tout se base sur l'état d'esprit. Et qu'en dessous, l'état d'esprit, on ne le change pas comme ça en claquant des doigts, c'est vraiment un accompagnement, et qu'il y a des freins, des difficultés qui sont inhérentes à chacun à son vécu et qu'il faut respecter. Et ce que j'appellerais l'inconscient, alors l'inconscient, ce n'est pas les catacombes, c'est plutôt le métro, le réseau qui permet qu'en surface, tout puisse, la circulation soit plus fluide. Et donc, du coup, je soulignerai enfin l'importance d'accompagner ces changements, du coup, non seulement au niveau de l'organisation, de mettre en place les structures, former les gens, mais aussi au niveau individuel, là aussi, quelle que soit la place des personnes dans l'organisation. Merci.